Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il y a un mois maintenant, presque jour pour jour, on avait présenté le programme de NSI, le programme de terminale, en vidéo. Bon, on ne s'était intéressé qu'au premier trimestre, et comme le deuxième trimestre n'est pas fini, alors il va falloir temporiser, et cette fois-ci on va s'attaquer aux mathématiques. Alors pas aux mathématiques expertes, qu'à la partie spécialité mathématiques, donc pas les options ni rien, parce que sinon la vidéo durerait 4 heures, tout ça pour en plus ne pouvoir toucher qu'une niche. Pas tout le monde prend maths experte. Bon, avant de commencer, il faut quand même que je précise quelques petites choses, de manière très similaire à la vidéo qu'on avait fait sur le programme de NSI. Déjà, premièrement, ici ce ne sera pas vraiment des cours qui seront abordés, mais plus les notions du programme en général, qui sont plus orientées vers des individus extérieurs au lycée plutôt que vers les élèves ou les profs. Bon, vous pouvez quand même aller regarder, hein, si vous êtes un élève ou un prof, pas de problème. Mais bon, c'est juste plus pour se faire une idée qu'autre chose. Bon, bien évidemment, pas tout le monde, enfin pas tous les professeurs traitent le programme de la même manière que je vais le traiter moi, et ça pour une raison toute simple, c'est que si on va voir le programme de mathématiques, donc comme il est proposé sur le site de l'Éducation nationale et du SCOL, si on regarde le document proposé qui est quand même assez grand, soyons honnêtes, en vrai le programme il est assez ouvert, du coup vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Bon, bien évidemment il y a des lignes directrices à suivre, mais à part ça c'est quand même assez ouvert. Donc c'est sur ce programme là qu'on va calquer le tout. Et bien évidemment, je n'ai pas mon CAPES, du coup je suis pas le meilleur professeur de l'histoire, donc je risque de ne pas tout bien détailler, je ne vais détailler que le strict nécessaire. Si vous voulez quand même nous contacter pour une quelconque raison, vous avez notre mail ici, il sera aussi dans la description. Si vous êtes un élève et que vous recherchez des sujets de bac, bon il y a plein de sites web qui en proposent comme celui-là, et on a plein dessus. Les sujets de bac ont l'avantage d'être quand même assez rigoureux, pas comme les sujets de NSI ou qu'on avait vu la dernière fois où c'était pas loin du cataclysme. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on peut commencer. Alors là, on va du coup ne traiter que le premier trimestre, comme pour la vidéo sur la NSI, qui est déjà assez chargé. Alors théoriquement, les premiers types de notions abordées sont à propos de l'analyse de suites et de fonctions mathématiques, bon, qui sont bien évidemment centrales pour l'étude de l'algèbre. On en a parlé dans pas mal de shorts d'ailleurs, et on a aussi toute une page sur notre site web qui est dédiée, donc bon, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Bon, bien évidemment, là c'est beaucoup plus avancé que juste le programme de terminale, mais bon, on fait quand même des petits rappels sur ce que c'est. Donc une transformation applicable à un objet mathématique, qui est définie dans ce qu'on appelle un ensemble de définitions. Et si cet ensemble de définitions, c'est celui des entiers naturels au maximum, alors la fonction est appelée une suite. Bon, les suites théoriquement c'est étudié dès la seconde, voire même peut-être même avant, donc théoriquement vous devriez bien les connaître. C'est en terminale que devrait théoriquement être introduit un nouveau système de raisonnement mathématique, donc là c'est le raisonnement par récurrence, donc qui marche avec le principe de suite. Si vous avez plusieurs événements les uns après les autres, comme une suite, si vous arrivez à prouver que le premier élément est vrai, et que pour chaque élément suivant, donc tout cela, si l'élément juste avant est vrai, alors l'élément d'après est vrai aussi, et ben toute la suite est vraie. Parce que du coup, lui, il va vérifier l'élément d'avant, vrai, donc il va être vrai. Celui-là, celui d'avant aussi, est vrai aussi. Celui-là, vrai aussi, etc., etc., jusqu'à l'infini. C'est le principe du raisonnement par récurrence. Bon, toujours bien d'avoir des méthodes en plus pour le raisonnement, surtout que c'est quand même pas mal utilisé dans la suite. Le concept le plus important qui est introduit ensuite, c'est le concept de limite de fonction. Bon, en réalité, une limite, c'est assez difficile à définir. Bon, pas vraiment pour les suites. Pour les fonctions, ça devient un peu plus complexe. Et bon, les limites topologiques, eh ben, laissez tomber. Mais en terminale, elles sont définies pour les fonctions à une inconnue. Pour une fonction f de x est égal tout ce que vous voulez, avec x défini sur l'ensemble des réels, une limite représente une valeur théorique que l'on pourrait atteindre si on rapproche x soit de l'infini, soit d'une borne de son ensemble de définition. Bon, ici on va pas utiliser rapprocher, c'est pas très mathématique comme verbe, on va utiliser plutôt le verbe tendre. Pour x tendant vers une certaine valeur, qui est théoriquement impossible à atteindre, f de x va se rapprocher d'une valeur qui sera appelée la limite. Grâce à ce concept de limite d'ailleurs, on peut aussi introduire le concept de convergence. Une fonction converge vers une certaine valeur si elle a une limite à cette valeur. Si une fonction n'a pas de limite en plus ou moins l'infini, comme les fonctions trigonométriques, la fonction est dite divergente. C'est assez facilement représentable si vous avez une fonction comme ça. Déjà, il n'y aura pas de valeur interdite, mais en plus, aussi loin que vous allez, la fonction ne va pas se rapprocher d'une valeur en particulier. Elle est donc divergente. Si une fonction converge pour x tendant vers plus ou moins l'infini, vers une valeur qui n'est pas l'infini, donc par exemple une fonction un peu comme ça, il est possible de définir un objet mathématique qui permet de représenter graphiquement la limite, c'est nommé une asymptote de la courbe. Dans ce cas, c'est une ligne droite, horizontale, qui est appelée du coup une asymptote horizontale, d'équation y est égale la valeur de la limite pour plus l'infini. Ou moins l'infini, ça marche aussi. Si on inverse le processus, une fonction convergente en une valeur finie vers plus ou moins l'infini, alors on peut avoir une autre asymptote, ici dite verticale, d'équation de droite x est égal quelque chose. Par exemple ici, on peut faire ici une asymptote verticale, toujours plus pratique pour représenter graphiquement les limites. D'ailleurs, dans certains cas,
comme celui qu'on est en train de voir juste ici. La fonction a deux limites, qui dépendent du sens de variation pour arriver à votre limite. Soit on augmente les valeurs petit à petit, donc en gros on part de la gauche pour aller vers la limite, c'est ce qu'on appelle une limite à gauche. Dans ce cas-là, on peut le voir facilement, c'est plus l'infini. Soit on fait l'inverse, on part à droite, et là on a une limite à droite, qui là du coup part vers moins l'infini. Dans cet exemple, du coup, on a une petite fonction, qui pour x tendant vers plus l'infini, f de x va vers plus l'infini, et à l'inverse, pour x tendant vers moins l'infini, f de x se rapproche de moins l'infini. Avec en plus une limite en une valeur finie ici, à peu près moins 0.7, pour être très honnête, je ne me souviens plus du nombre précis, avec une asymptote verticale d'équation de droite, x est égal moins 0.7. Bon là je me suis trompé, j'ai mis y, et le raisonnement est le même pour à peu près tous les types de limites différents. Bon ici on a juste introduit du vocabulaire, vous inquiétez pas, la partie calculatoire arrive, parce que là du coup ce qu'on a fait c'est juste des conjectures graphiques, cependant on peut aussi calculer des limites, et heureusement d'ailleurs. Dans le cas où la limite a lieu pour x tendant vers plus ou moins l'infini, donc pour x allant soit tout à droite soit tout à gauche, il y a limite si, quelle que soit votre fonction, donc par exemple cette fonction là, si vous prenez un nombre réel quelconque, qu'ici on va appeler m, alors il y aura toujours une valeur de la fonction plus élevée que ce m, et ça où que vous soyez. On peut d'ailleurs remarquer ici la partie récurrence, parce que du coup si on prend ce point là, alors on a ce point là qui est plus haut, et ici on peut utiliser la récurrence. Si celui d'avant est plus petit, alors celui-là sera plus petit que le prochain, donc hop il sera plus petit que le prochain, qui lui-même du coup verra qu'il sera plus petit que le prochain, etc. jusqu'à l'infini, et hop vous avez votre limite. Voilà, c'est dans le cas de plus l'infini. Pour passer en moins l'infini, hop, effet miroir, la même chose mais du coup pour plus petit, et là on va vers plus l'infini, donc x qui tend vers plus l'infini, pour x qui tend vers moins l'infini, on refait un effet miroir, hop, et pour une valeur qui va vers plus l'infini, hop, encore un effet miroir, et hop, c'est bon. Bon, il ne faut pas confondre cette définition-là avec la définition des fonctions croissantes, c'est pour ça qu'ici on parle bien de point m qui appartient au réel, donc aussi haut qu'on ira, cette propriété sera toujours valide. Elle ne dépend pas de la fonction, mais de l'ensemble des réels. Bon, un petit exemple très simple avec la fonction x au carré. On sait que des valeurs de f seront supérieures à un réel m pour x est égal racine carrée de m. À partir de cette valeur-là, toutes les autres valeurs seront au-dessus. Et ça, du coup, quel que soit le réel. Donc la limite va vers plus l'infini. Dans le cas où la limite a lieu pour x tendant vers une valeur finie, et en vrai, le raisonnement est le même, sauf que ici, on ne va pas mettre plus l'infini, mais notre valeur finie. Et dans ce cas-là, la fonction fera un truc un peu comme ça. Mais le raisonnement est toujours le même, hop, m, on a plus haut, donc m, plus haut, m, etc. Bon là, j'ai pris du coup l'exemple de la fonction inverse, qui admet comme valeur interdite 0, et donc si vous faites tendre x vers 0, vous aurez toujours un g de x supérieur à m, pour g de x est égal à 1 divisé par m. La propriété est validée. Alors dès qu'on a le truc, en vrai, ça va tout seul. Voilà, on a vu que pour les limites qui vont vers plus l'infini, cependant si elles vont vers une valeur précise, bien que ce soit un peu plus rare, on va faire le raisonnement inverse, on va prendre un nombre p, donc encore et toujours un nombre réel, on va prendre la valeur limite de la fonction, ainsi que la valeur même de la fonction, c'est d'ailleurs là qu'on voit que le concept d'asymptote en vrai est super utile, et on va chercher que pour la différence entre la limite et la fonction, il existera toujours un nombre p supérieur à cette différence. Donc en gros, plus on va loin, plus la différence est petite, plus on se rapproche de la limite. Bon, du coup c'est le même concept mais de façon inversée, pour x allant vers moins l'infini, on peut toujours appliquer notre miroir, donc bon c'est quand même assez pratique. Bon, un exemple ici c'est la fonction f de x est égal 3 plus 1 sur x, donc définie sur l'ensemble des réels privés de 0. On peut définir une fonction qui représente la différence entre f de x et 3, et si on fait ça, on se rend compte que la différence est de 1 sur x, et là il faut pas se faire avoir, parce qu'on avait 1 sur x tout à l'heure pour x tendant vers 0, sauf que là on tend pas vers 0 mais vers plus l'infini, donc x est de plus en plus grand, et donc la différence est de plus en plus petite, et effectivement elle admettra toujours un nombre qui sera plus grand, donc la limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini est bien 3. Et d'ailleurs vous pouvez même faire l'inverse, vers moins l'infini, et là vous trouvez aussi une limite de 3, donc tant mieux. Bon maintenant revenons à la réalité, ces calculs sont ennuyants, disons-le. Heureusement, il existe des formes bien connues qui permettent de convertir une forme quelconque directement vers sa limite, donc pour n'importe quelle fonction. Là j'en ai mis quelques-unes, bon je les ai pas toutes mis. Pour a constante, la limite en plus l'infini et en moins l'infini c'est a. Pour a fois x avec a supérieur à 0 c'est plus l'infini, pour une limite en plus l'infini, et moins l'infini pour une limite en moins l'infini. Si a est inférieur à 0 c'est le contraire du coup, bon simple règle de signe. Et pour a sur x avec x différent de 0, j'ai mis a, là je sais pas pourquoi. Bon bah dans les deux cas c'est 0. Bon bien que le concept soit un petit peu compliqué à avoir dès le début, dès qu'on a le truc, alors on l'a et c'est bon. Bon, pour en finir avec ce chapitre, du coup, fonction et analyse, enfin ce chapitre, théoriquement là vous pouvez en couvrir avec tout ce que j'ai dit 2 ou 3, on va parler d'un autre concept, proche de la dérivation. Bon, sauf que la dérivation est étudiée en première, là on va approfondir la dérivation. Théoriquement, ce qui sont vus déjà, c'est les dérivations de fonctions composées, donc qui représentent du calcul brut, de la même manière que ça, mais aussi et surtout les concepts de convexité et de concavité, et aussi de dérivées secondes, donc des dérivées de dérivées. Bon, pour ça, il faut utiliser le concept de corde aussi.
un segment entre deux morceaux d'une courbe de fonction, donc comme par exemple ici, qui permet d'étudier la concavité et la convexité d'une fonction. Si toutes les valeurs de la fonction sont supérieures à la corde, la fonction est dite concave. A l'inverse, si elles sont inférieures, elle est dite convexe. Bon, ça c'est pareil, une conjecture graphique, cependant il est possible de le calculer grâce au signe de la dérivée seconde, c'est pour ça que c'est important ici. Si la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Bon, ça paraît assez logique puisque du coup la dérivée seconde, ça représente l'accélération de la dérivée. Donc là on a une sorte d'accélération vers le bas. Et si elle est positive, c'est une accélération vers le haut, comme ici, et du coup elle est convexe. À l'endroit où le signe s'inverse, donc de la fonction passe de convexe à concave ou de concave à convexe, on a un point qui s'appelle le point d'inflexion, qui peut être assez intéressant pour étudier. Donc là on a un petit exemple avec la fonction f de x est égal 4x au cube plus 2x carré, avec la partie bleue du coup qui selon les définitions graphiques est concave et la partie verte convexe, et le point d'inflexion se trouve juste ici. Si on fait d'un point de vue calculatoire, on peut déjà savoir que cette fonction est deux fois dérivable sur r, on peut calculer la dérivée directement qui est assez simple à calculer, et la dérivée seconde qui est aussi très simple à calculer, et on voit du coup que cette fonction est bel et bien concave entre moins l'infini et moins un sixième, et convexe entre moins un sixième et l'infini, avec un point d'inflexion en moins un sixième. Donc bon, ça c'est un concept qui peut quand même beaucoup être utilisé en physique, donc c'est toujours mieux de le savoir. Et si je n'ai rien oublié, tout ça, ça va nous permettre de conclure sur les suites et les fonctions numériques. Bon, une grande partie des choses ici sont transitoires pour le futur, que ce soit dans le supérieur, ou dans d'autres notions qui arriveront plus tard dans l'année, que du coup on étudiera dans les vidéos à venir. Bon, sans transition, parce que le programme ne demande pas d'en faire, allons faire un truc un petit peu plus fun, de la géométrie. Bon, dans ce premier trimestre, il n'y en a pas beaucoup qui sont abordés, bien qu'il y ait quelques concepts très utiles qui nous seront très utiles du coup dans le futur. Bon, bien évidemment, il faut connaître tous les trucs déjà définis en première, donc les vecteurs, qui théoriquement devraient être connus, enfin j'espère, la relation de Schall, ou dans un mot un peu plus complexe, les bases de l'algèbre linéaire, opération de vecteurs, tout ça, combinaison linéaire, tant de concepts qu'on va approfondir dès maintenant. Bon, ce qui est abordé en terminale, c'est la représentation de trucs habituellement en 2D dans un espace 3D. Donc ici ce sera des droites et des plans. Un des concepts les plus importants ici, c'est le concept de position relative, qui permet de comparer deux objets géométriques entre eux, et dans notre cas ce sera des droites et des plans. Donc ici, pour étudier une droite, on va lui appliquer ce qu'on appelle un vecteur directeur, ainsi qu'un point qui passe par cette droite, et pour les plans c'est la même chose, sauf qu'il en faut deux qui ne soient pas colinéaires. Donc pour rappel, dans le cas des vecteurs, deux vecteurs sont colinéaires s'ils sont des vecteurs directeurs de droite qui sont parfaitement parallèles. Et à l'inverse, s'ils ne sont pas colinéaires, alors les droites sont séquentes à un point, genre là, ici. Bon, ça c'est sur un plan, en 3D il y a un autre truc à rajouter, c'est le terme coplanaire. Trois vecteurs sont coplanaires s'ils peuvent être représentés sur le même plan, sinon ils ne sont pas. Il en faut trois parce que dans tous les cas, avec deux vecteurs, vous pouvez définir un plan, et on va vérifier si le troisième est aussi sur ce plan. L'étude précise des plans sera un peu plus loin dans le programme, donc on va pas s'y attarder. Bon, quand même un petit truc à dire, c'est que la présence de plans 2D permet de faire des calculs en 2D sur ce plan, et donc de définir en 3D une base 2D qui est du coup ce plan. Donc bon, ça peut avoir quelques intérêts pour faire tout type d'analyse géométrique. Bon là pareil, toujours pas de calcul, on va les introduire dès maintenant, avec une façon de représenter une droite qu'on va appeler la représentation paramétrique d'une droite. C'est un ensemble d'équations que doit vérifier un point pour appartenir à une droite. La représentation est en vrai assez simple, elle est présente juste ici avec x, y, z, les coordonnées du point qu'on va tester, ABC représentant un vecteur directeur de la droite, et EFG un point quelconque passant par la droite. Bon, cette représentation peut pas mal faire penser à des fonctions affines, c'est normal puisqu'en fait c'est juste une représentation d'une fonction affine en 3D, et en manipulant ce système, vous pouvez résoudre pas mal d'équations, qu'on ne précisera pas ici parce qu'il y en a trop, mais en tout cas déjà grâce à ces termes-là, vous pouvez commencer à comprendre le fait d'utiliser des plans 2D en 3D, ainsi que de comment les utiliser, des choses qui nous seront très utiles dans le futur. Bon, et pour en finir, allons jeter un coup d'œil vers un des chapitres les plus simples du programme, le chapitre des probabilités. Et comme pour les deux parties qu'on a vues avant, il s'agit encore d'approfondissement de choses déjà vues. Et là pour être plus précis, ce qui est abordé dans cette partie-là, c'est la loi binomiale. En fait, l'idée d'une loi binomiale, c'est une loi de prédiction de probabilité, qui pour être vérifiée, doit respecter certains paramètres. Déjà, elle ne doit être constituée que d'épreuves dites de Bernoulli, des épreuves avec juste deux issues, qu'on appellera succès et échec, un peu comme ça là. Et ces épreuves doivent être arrangées dans ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli, donc un schéma d'une même épreuve de Bernoulli similaire, mais où chaque épreuve sont indépendantes entre elles. Donc celle-là ne dépend pas de celle-là, qui ne dépend pas de celle-là, qui ne dépend pas de celle d'avant aussi. Si vous arrivez à justifier tout ça, alors vous pouvez utiliser la loi binomiale, qui a l'avantage de rendre certains calculs plus simples, comme ici par exemple, un calcul de probabilité simple. Bon, si vous allez sur la page Wikipédia, vous avez plein de choses qu'on peut faire avec cette loi. Bon, ici ne sont abordées que les probabilités pures, ainsi que certains calculs comme les calculs d'écart moyen, calcul d'espérance, utilisation de la loi des grands nombres, etc., etc. À ne pas confondre d'ailleurs avec la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, c'est pour une seule épreuve.
Donc pareil, des approfondissements qui permettent du coup de généraliser certains calculs, ce qui est toujours cool, et d'approfondir un petit peu les probabilités et les statistiques en terminale. Théoriquement, à moins que vos professeurs soient ultra en avance, voici les bases de tout ce que vous auriez dû voir dès le premier trimestre. Bon, bien évidemment, que les lignes directrices, pas les détails encore. Et au moins vous savez à quoi ça ressemble. Donc du coup c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce à vous abonner et tout. Bon, je vais être parfaitement honnête, cette vidéo était plus dure à faire que celle sur la NSI, tout simplement parce que le programme de maths est un peu plus, comment dire, bizarre. Et aussi j'ai une certaine impression qu'il est un petit peu éloigné de ce qui est fait en réalité. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Pour vous dire, une partie des termes ici, je n'ai pas souvenir de les avoir vus au lycée, donc bon, peut-être j'étais vraiment un élève catastrophique, je sais pas. Bon, sachant qu'en plus, en ce moment, l'accent sur les shorts de CR System Learn sont mis sur les mathématiques, pour pouvoir avancer sur les parties physiques, tout ça. Donc cette vidéo arrive au bon moment, on va dire. Il est aussi à noter que les images ici proviennent du coup de notre logiciel, Pleos Math, qui est parfaitement fait pour les fonctions, et qui, je pense qu'on peut le voir, galère un petit peu plus pour les probabilités et la géométrie. Bon, tout ça, ça devrait être réglé pour le deuxième et le troisième trimestre. Bon, pour ceux qui se demandent d'ailleurs, cette vidéo a 2 semaines de retard, parce qu'il y a 2 semaines, j'étais extrêmement malade. Et faire une vidéo sans voix, c'est pas très facile. Donc on se retrouve dans quelques mois pour la partie 2, qui traitera du coup du trimestre 2. On fera surtout des gros approfondissements de ce qu'on a déjà dit juste ici. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne représentation de fonctions mathématiques, et sur ce, je vous dis à plus.